RDC, vice-présidente à l'ONU. Une nouvelle victoire diplomatique de Tshisekedi face à Kagame. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Lundi 2 juin 2025, la République démocratique du Congo a franchi une étape historique à New York en étant élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un événement plus que symbolique dans un contexte régional explosif où le leadership de Félix Tshisekedi se distingue à la fois par la montée en puissance de la diplomatie congolaise et par la lutte contre les réseaux obscurs de Kabila et les agressions de Kagame. Cette victoire diplomatique marque le réveil d'une nation longtemps reléguée au silence sur la scène internationale. L'élection de la RDC à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas un simple titre honorifique. Elle est l'aboutissement d'un virage stratégique opéré depuis 2019 par le président Félix Tshisekedi, qui a placé la diplomatie au cœur du redressement de l'État congolais. Ce retour sur le devant de la scène multilatérale symbolise une rupture nette avec l'ère Kabila, durant laquelle le pays était marginalisé, manipulé en coulisses par Kigali et souvent absent dans les décisions importantes qui façonnaient son destin. Tshisekedi, en digne fils de feu Étienne Tshisekedi, a compris que le Congo ne peut plus rester en retrait alors qu'il est l'un des pays les plus convoités du monde, non pas pour sa parole, mais pour ses ressources. Pour inverser cette logique néocoloniale, il a déployé une diplomatie proactive, offensive et souverainiste. Cette diplomatie se distingue non seulement par la multiplication des partenariats bilatéraux fondés sur la transparence et la réciprocité, mais aussi par une présence renforcée du Congo dans toutes les grandes institutions multilatérales. L'élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU en est la parfaite illustration. Elle intervient dans un contexte où la RDC est aussi candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité. Cette double ambition n'est pas anodine. Elle vise à placer la voix congolaise au cœur de la gouvernance mondiale, à pouvoir dénoncer les agressions étrangères en face des grandes puissances, mais aussi à proposer une vision alternative fondée sur la souveraineté des peuples africains. Depuis 2022, la RDC est confrontée à une résurgence des violences dans l'est du pays, alimentée par l'agression militaire du Rwanda à travers les rebelles du M23, que Kigali finance, arme et dirige. Face à cette agression, Tshisekedi n'a cessé d'alerter la communauté internationale sur le double jeu de Kagame. Mais contrairement au silence complice de l'époque Kabila, le président actuel a mené une campagne diplomatique vigoureuse. Du Conseil de sécurité au sommet de l'Union africaine, de la SADC à la CIRGL, Tshisekedi a porté la vérité congolaise au plus haut niveau. Ce travail de vérité a commencé à porter ses fruits. De nombreux pays
ont cessé de relayer la propagande rwandaise qui présentait la RDC comme incapable de sécuriser son propre territoire. Aujourd'hui, ce discours ne convainc plus, car la diplomatie congolaise a révélé les véritables visées hégémoniques du régime de Kigali. Le masque de Paul Kagame est tombé. Derrière le vernis du développement et de l'ordre se cache une politique de prédation, d'occupation et de déstabilisation de ses voisins. En comparaison, Joseph Kabila, durant ses 18 années au pouvoir, a presque systématiquement évité les forums internationaux où il aurait pu dénoncer ses agissements. Son silence a coûté cher au pays. Non seulement il a facilité l'infiltration des institutions congolaises par des agents étrangers, mais il a aussi isolé la RDC des grandes dynamiques diplomatiques. Dans un monde où les décisions se prennent autour de la table, le Congo était souvent absent, représenté par des hommes de l'ombre, aux agendas ambigus. La rupture opérée par Tshisekedi est donc aussi une rupture morale. Il redonne au peuple congolais sa dignité et à la RDC son statut d'État souverain. Il a replacé les intérêts du Congo au cœur de toutes les négociations. Cette stratégie a été renforcée par le rôle central donné à la diplomatie parlementaire, notamment par l'action de Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, qui a multiplié les initiatives pour redonner de la crédibilité au passeport diplomatique congolais. Mais ce renouveau diplomatique ne va pas sans heurts. À l'intérieur du pays, Tshisekedi doit encore faire face à une cinquième colonne. Des anciens du système Kabila, aujourd'hui recyclés dans le discours de l'opposition ou exilés à l'étranger, qui cherchent à torpiller toutes les initiatives nationales. Ces individus, souvent liés à des réseaux économiques et militaires installés entre Dubaï, Kampala et Kigali, continuent d'alimenter la désinformation, tant sur les réseaux sociaux que dans certains cercles politiques occidentaux. En dépit de cela, les signaux sont au vert. La reconnaissance internationale de la RDC ne cesse de croître. Le soutien de plus en plus affiché de certains pays africains comme le Burundi, l'Angola ou l'Afrique du Sud démontre que Tshisekedi a su bâtir une coalition régionale solide, résolument opposée à l'expansionnisme du Rwanda et de ses affidés. La présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC et des Wazalendo dans les opérations de libération du Nord Kivu illustre concrètement cette solidarité africaine retrouvée. Les Wazalendo, souvent caricaturés dans certains médias, jouent un rôle central dans cette résistance populaire contre l'agression rwandaise. Leur alliance avec les FARDC s'est construite sur le terrain, dans la douleur, mais aussi dans une volonté commune de défendre la patrie. Cette dynamique populaire rappelle que la sécurité du Congo ne viendra pas de l'extérieur, mais de la mobilisation de ses propres forces, encadrée par un leadership politique déterminé. L'élection de la RDC à la vice-présidence de l'ONU permet également au pays de poser une question essentielle à la communauté internationale. Jusqu'à quand tolérera-t-on que Paul Kagame, dictateur notoire, continue de bénéficier du soutien de certaines puissances occidentales sous prétexte de stabilité? Jusqu'à quand fermera-t-on les yeux sur le rôle central du Rwanda dans l'exploitation illégale des minerais congolais, au détriment de millions de déplacés et de victimes à l'Est? La présence de la RDC à ce niveau de la diplomatie mondiale change radicalement les équilibres. Désormais, les crimes commis contre le peuple congolais pourront être dénoncés depuis l'intérieur même du système onusien. Tshisekedi, qui maîtrise les subtilités du droit international, entend faire de cette position une tribune permanente pour la justice et la paix. Au-delà du symbole, cette élection prépare également le terrain pour le vote crucial, en septembre, concernant les sièges non permanents au Conseil de sécurité. Si la RDC l'emporte, elle pourra, pendant 2 ans,
influencer les résolutions les plus stratégiques, notamment sur les conflits en Afrique. Elle pourra exiger des sanctions claires contre les États qui alimentent la guerre sur son sol, mais aussi plaider pour une réforme du système onusien, trop souvent manipulé par des puissances ayant des intérêts miniers en Afrique. Cette diplomatie active ne doit pas faire oublier la nécessité de renforcer les institutions internes. Tshisekedi en est conscient. C'est pourquoi il a lancé en parallèle une série de réformes dans l'armée, la justice et l'administration publique. Il sait que la crédibilité à l'international commence par l'exemplarité à l'intérieur. L'augmentation du budget de la défense, la modernisation des FARDC, le soutien logistique au Ouazalendo, mais aussi la tolérance zéro envers les détournements de fonds, s'inscrivent dans cette logique de souveraineté retrouvée. Ce renforcement institutionnel est crucial pour briser définitivement les réseaux mafieux bâtis sous Kabila. Des généraux corrompus ont été écartés, d'anciens barons traduits en justice et des enquêtes ouvertes sur les circuits d'exportation illégale des minerais. Cette démarche courageuse expose Tshisekedi à des représailles, mais elle démontre sa détermination à rétablir un État digne de ce nom. En conclusion, l'élection de la RDC à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies est bien plus qu'un fait divers diplomatique. C'est l'aboutissement d'un projet politique de redressement national porté par un président déterminé à sortir le Congo de la soumission historique dans laquelle l'avait plongé Joseph Kabila et à contrer l'agression permanente de Paul Kagame. C'est aussi un message adressé à la jeunesse congolaise. Le Congo ne pliera plus. Il parle désormais d'égal à égal avec le monde. Ce lundi 2 juin 2025, un arrêté interministériel quant à ces. Aujourd'hui, je crois que c'est un moment très capital dans la vie des personnes avec handicap, particulièrement des étudiants et même des parents. Parce que là, nous venons vraiment de concrétiser l'idée de l'inclusion sociale prônée par le président de la République, chef de l'État. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons la réduction des frais académiques et des logements. Nous permettons à ce que les personnes vivant avec handicap et les personnes vulnérables accèdent à l'éducation supérieure plus facilement. Et également, nous allons veiller pour le reste sur l'infrastructure, que nous ayons des infrastructures adaptées à leurs problèmes. Pour la ministre de l'ESU, cet arrêté interministériel entre en vigueur dès la rentrée académique prochaine pour concrétiser ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'éducation inclusive, juste et équitable pour tous en République démocratique du Congo. Et puis renforcement de la collaboration avec les organes de contrôle dans le but de rationaliser les dépenses publiques. Le Premier ministre s'est fait représenter à la célébration des 15 ans de l'autorité de régulation des marchés publics en République démocratique du Congo, Chimène Dondo et Pampaoumba. Renforcement de la collaboration entre l'autorité de régulation de marchés publics et les organes de contrôle dans le but de rationaliser les dépenses, de mots prononcés par le représentant de la première ministre de la RDC à cette cérémonie marquant les 15 ans d'existence de l'ARMP placée sous le haut patronage de son autorité de tutelle Judith Suminwa Turuka. Prenant la parole après l'allocution du président du conseil d'administration, le directeur général, Maître Claude Kayembe Mbayo, a insisté sur la digitalisation de procédures de la commande publique pour accroître la transparence de procédures de la commande publique. J'ai d'abord investi dans le capital humain, résorber la dette sociale et évidemment essayer de réaliser les missions de l'ARMP, notamment les audits et enquêtes. J'ai fait renaître la revue des marchés publics de ses cendres. Les perspectives d'avenir, déjà, c'est la digitalisation du système de la commande publique. C'est ça le but. C'est un maximum de contrôle. Évidemment, faire de l'ARMP l'autorité de régulation des marchés publics, c'est-à-dire le bras séculier du gouvernement.
Des moments forts et traçant l'histoire de la loi relative au marché public et le témoignage de pionniers de la réforme de marché public en RDC ont agrémenté la cérémonie de ce 2 juin 2025. En marge de la 60e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, la RDC s'est distinguée positivement à travers le prix panafricain du trophée Babacar Ndiaye 2025. Edith Chala. C'est Bodo Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, qui a reçu ce prix panafricain du bâtisseur, trophée Babacar Ndiaye 2025, une prestigieuse récompense décernée par la Banque africaine de développement, Africa Road Builder et le réseau des médias pour les infrastructures et les finances en Afrique. Une distinction qui traduit son engagement résolu en faveur du développement des infrastructures, tant en République démocratique du Congo qu'à l'échelle continentale. Visionnaire, rigoureux et engagé, Bodo Matungulu incarne cette nouvelle génération des leaders africains soucieux de transformer le continent par l'action et la stratégie. Je ne considère pas cette distinction comme étant une fin en soi, mais plutôt comme étant un signal fort. Celui qui est la voix de ceux qui portent le développement des infrastructures en Afrique est entendu. C'est en même temps ici pour nous une lourde responsabilité. Cette responsabilité de pouvoir continuer cette lutte acharnée pour doter l'Afrique des infrastructures à la dimension de ses ambitions, de son potentiel, mais aussi de sa grandeur. Le vœu le plus ardent que j'exprime ici, c'est que l'année prochaine, que ces prix du grand bâtisseur soient décernés à mon président, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une conviction profonde, celle de voir une Afrique debout, prospère, et aussi une Afrique qui s'engage dans le développement de ces infrastructures. Aux côtés du président angolais Joao Lourenço, lauréat du prix Grand Bâtisseur 2025, il symbolise cet élan panafricain en faveur des infrastructures modernes et inclusives, levier essentiel pour la croissance et l'intégration régionale. La principauté de Monaco, une puissance financière au cœur de l'Europe. En séjour de travail sur place, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a présenté aux industries européennes les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Images et commentaires. En marge de son séjour officiel en principauté de Monaco, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, son Excellence Louis Watoum Kabamba, a saisi l'opportunité de cette vitrine mondiale pour promouvoir l'image de la République démocratique du Congo. Des rencontres stratégiques ont été organisées avec plusieurs parlementaires internationaux dans une démarche proactive de séduction et d'attractivité économique. Comme vous savez, dans la vision du chef de l'État, président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour redorer l'image du pays et sa souveraineté, je ne vous apprends rien, Monaco, qui est au cœur de l'Europe, est une puissance financière inouïe, des fortunes de tous bords qui se retrouvent là-bas. Et c'est ainsi que nous avons eu ce privilège de rencontrer énormément d'investisseurs intéressés par la RDC, à qui nous avons prêché la RDC. Nous avons eu des séances de travail, ce qu'on appelle les walking lunch, où vous êtes assis autour d'une table, où vous présentez, vous expliquez quelles sont les potentialités qu'il y a au pays et surtout vous écoutez leurs préoccupations. Mais l'industrie congolaise, faut-il le rappeler, va bien au-delà du secteur minier. Elle inclut aussi les richesses culturelles, artistiques et musicales. C'est dans cet esprit que le ministre a échangé avec l'artiste international Maître Gims, figure emblématique de la diaspora congolaise. La culture est un moteur de développement et un levier d'influence. Cette séquence d'activités reflète la vision d'un gouvernement résolument tourné vers la diversification économique, l'innovation et la valorisation des talents congolais à l'international. Décédé il y a quelques années, le parti lumumbiste unifié et la famille biologique ont rendu un hommage à Luigi Gizenga, feu secrétaire général du PALU. Au nombre des invités figure Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Gaëtan Magalano. 5 ans après son départ dans l'au-delà, l'héritage politique de Luigi Gizenga narré lors de cette cérémonie commémorative. Sa lutte pour l'établissement de la démocratie, de la jeunesse sociale et de l'état de droit aux côtés de son père, le patriarche Antoine Gizenga Fuji, murmure
les hôtes de cette cérémonie. Représentant le secrétaire général chef du parti Godefroid Mayobo, le camarade Patrick Mouyaya Katembwe a rendu hommage à cet ancien camarade et chef du parti Lumbista unifié. C'est donc avec un sentiment de reconnaissance, en tout cas par rapport à ce que nous avions eu comme relation, par rapport à son engagement. Et donc il était de notre devoir, 5 ans après, de venir aux côtés de sa veuve, plutôt courageuse, qui a continué à pérenniser à sa manière l'œuvre de son mari. Évidemment, nous espérons que d'où il est, il repose en paix et que nous qui sommes ici, nous savions quelles valeurs nous reliaient et nous continuons à travailler dans cet ordre d'esprit dicté par le patriarche Antoine Gizenga de Rosemont. Voilà de quoi susciter la reconnaissance de la veuve Marimbobo Gizenga. Je remercie l'Excellence, Monsieur le Ministre, de venir nous assister. Il a toujours fait et depuis toutes ces 5 dernières années, il nous a toujours accompagnés, moi et ma famille. Ainsi, il est toujours resté dans l'idéologie du parti, comme le patriarche l'avait toujours enseigné. Homme politique congolais engagé et membre influent du parti Lumbista unifié, selon plusieurs témoignages enregistrés lors de cette cérémonie. Lugi Gizenga était de ces êtres rares, toujours prêts à tendre la main aux autres.